Bonsoir à tous. Je suis Elisa Marceau, chirurgien dentiste, naturopathe et spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment appliquer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Soyez les bienvenus. On va finir aujourd'hui notre petit chapitre, et je dis bien petit, parce que je n'ai pas tout parlé des oméga 3 évidemment. Je me suis concentrée sur des essentiels de ce oméga 3 et je vais me concentrer aujourd'hui sur la famille des eicosanoïdes. Je ne sais pas vous, mais quand je commençais à étudier ce sujet, je faisais une mélange complète. Je ne comprenais pas trop ces histoires de LOX, COX, eicosanoïdes, acides gras essentiels, acides gras oméga 3, oméga 6, d'un coup c'est anti-inflammatoire, dans un autre moment tout le monde dit que c'est inflammatoire. J'espère qu'on va régler ce problème aujourd'hui, d'accord? Vraiment, vem comigo. Donc, on va parler d'oméga 3, passage obligatoire dans la nutrition fonctionnelle. Je vous demande tout de suite, si le sujet vous intéresse et si vous me connaissez déjà, de faire un like sur YouTube, Instagram, parce que vous savez bien que ce sujet que je suis en train de vous parler toutes les semaines ne fait pas des ravages en termes de personnes qui vont cliquer sur la clochette. Ce sujet-là qu'on traite, c'est un sujet qui peut faire mal parce que ça peut donner la conscience aux gens qui ne font pas du tout ce qu'on dit. Ça peut donner la conscience aux professionnels de santé qui ne connaissent rien de ça. Et donc, c'est compliqué. C'est pour ça que je vous demande de partager, de faire la cloche là, parce qu'avec la cloche, vous serez informé de tout ce que j'ai fait sur la chaîne. Aussi, de s'abonner dans l'Académie Marceau, je vais dire au niveau Facebook, Instagram aussi. Cette chaîne, elle est pour vous, professionnels de santé, n'est-ce pas? Et la question aujourd'hui est la famille des eicosanoïdes. Et est-ce que oméga 3 et eicosanoïdes, est-ce qu'ils sont vraiment des anti-inflammatoires? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les oméga 3 sont vraiment des anti-inflammatoires? C'est ma question du jour en ce qui concerne des sujets scientifiques. Alors, j'étais en train de parler de fonction des oméga 3. Vous vous rappelez de ça? Et donc, là, dans ces fonctions des oméga 3, je vous ai parlé que parmi les fonctions, sous un point de vue maintenant biochimique, on sait que les oméga 3 ont la capacité de réduire le VLDL. Alors que pour un récap vite fait, vous savez qu'on a cette formation de VLDL, Very Low Density Lipoprotein, au niveau de notre foie. C'est pour ça que j'ai dessiné mon petit foie ici. Vous savez qu'on peut avoir cette production à partir d'un cholestérol endogène ou exogène, qui tout va partir aussi des triglycérides exogènes qu'on mange tout simplement, qui va devenir chylomicron, et ce chylomicron va distribuer des triglycérides, et les réminiscents, le reste de ce chylomicron revient à notre foie pour devenir un IDL, n'est-ce pas? Un IDL, une molécule intermédiaire, une lipoprotéine intermédiaire. On parle de transporteur de lipides. C'est IDL qui est au niveau du foie va ressortir. Et là, il va distribuer encore des triglycérides à l'aide des enzymes. Et ce IDL rémanescent, le reste de l'IDL, revient à notre foie et il va devenir Very Low Density Protein. Tout ça avec l'aide de HDL. L'HDL, c'est notre bibliothèque qui va emprunter quelques molécules, ApoC2, ApoE, etc., va emprunter cette bibliothèque à nos molécules pour qu'elles puissent vider tous ces triglycérides dans les cellules. Donc, on est en train de commencer avec beaucoup de triglycérides et on va finir avec un VLDL
avec très peu de triglycérides et une concentration de cholestérol beaucoup plus importante, n'est-ce pas? Et là, notre VLDL, vous savez que si on a une inflammation, cette molécule de VLDL, elle va pénétrer dans les parois de notre endothélium. Alors, pourquoi elle va pénétrer? Parce qu'on a une inflammation. Donc, le VLDL, il va pénétrer dans notre vaisseau sanguin et il va oxyder. Alors, le problème est le cholestérol? Non. Le problème est l'oxydation causée par une inflammation. Et donc, on va avoir ce LDL oxydé, et là on parle de LDL oxydé. Les macrophages vont venir, vont phagocyter et vont devenir des cellules spumeuses. Ces cellules spumeuses, vous savez que notre système immunitaire réagit avec une inflammation locale et ces vaisseaux sanguins vont devenir raides, athéroscléreux. On va former artérioscléreux et on va former un athérome qui peut boucher nos artères. Et c'est là qu'on va voir de conséquences comme, par exemple, un infarctus du myocarde. Ça dépend de la localisation de ce thrombus. OK. Qu'est-ce qui va faire, mes chéris, oméga 3? L'oméga 3, il va diminuer la concentration de VLDL si en excès. Il va, comment? Il augmente l'absorption des acides gras. Je vous avais dit que les tissus, on libère les acides gras. Tac, tac. Ça va augmenter l'absorption des acides gras par les tissus. On va augmenter la bêta-oxydation au niveau des cellules cardiaques, des adipocytes et des cellules musculaires. Bêta-oxydation, production de ATP. On est bon? Et donc, c'est intéressant. C'est la lipolyse. On aura aussi la diminution d'interléukine 2. L'interléukine 2, qu'est-ce que c'est? C'est une cytokine qui elle est un facteur de croissance des lymphocytes T. Lymphocyte T. Il y aura une diminution de l'interléukine 2 qui est une cytokine inflammatoire, pour être bien précis. Et qu'est-ce que c'est le PKC? L'oméga 3, il fait aussi il aide à la modulation du PKC, protéine kinase C. C'est un type de kinase. Qu'est-ce que c'est une kinase? Kinase est une enzyme qui va phosphoryler d'autres molécules en train de activer ou de inhiber ces molécules pour produire un effet biologique. Et les PKC, elles sont impliquées, la protéine kinase C, elle est impliquée dans différentes fonctions physiologiques de notre corps. Exemple, activation de plaquettes. Activation des plaquettes, on peut penser à thrombus. Donc, elle va moduler la PKC, la présence d'oméga 3. L'oméga 3, elle module la signalisation, le processus de signalisation. Elle active des plaquettes, elle est liée à l'apoptose, elle est liée à quoi d'autre? Modulation de l'activité des canaux ioniques, très important au niveau du cœur, n'est-ce pas? Sodium, potassium et sécrétion et prolifération cellulaire. Tout ça, c'est lié. Et les oméga 3 vont moduler toute cette situation-là. Tout ça, c'est pour le fait qu'on réduit le VLDL. Vous comprenez? L'oméga 3 réduit le VLDL. OK. Il augmente l'absorption des acides gras, il augmente la bêta-oxydation, il diminue l'interléukine 2, il va participer de la stabilisation du canal de sodium en diminuant l'arythmie si elle est présente. Ça, je vous donne 5 fonctions comme ça parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce que je voudrais vous parler, c'est de cette fonction-là. Elle réduit la rigidité membranaire. En fait, il s'agit d'un mécanisme général de cholestérol. Quand on dit réduire la rigidité membranaire, et là je parle des oméga 3, mais les cholestérols et les huiles, les acides gras qu'on mange, ont cette capacité de travailler dans la rigidité membranaire. Parce que ce qu'on cherche, c'est la fluidité membranaire et pas la rigidité membranaire. Vous comprenez? Donc, ça va réduire la rigidité. Et là, je vous ai mis en couleur, là, une représentation, là,
une représentation de protéines. On peut avoir des protéines intramembranaires, des protéines transmembranaires. Ici, il y aura des récepteurs de toutes sortes. Il y aura des récepteurs couplés à la protéine G. Enfin, sont des protéines, des protéines, des protéines. Ici, la constitution de notre membrane phospholipidique avec une partie qu'on appelle hydrophobe et une partie hydrophile. Vous connaissez tout ça. Et on a la fonction des oméga 3 associée ici. On aurait par exemple une molécule de cholestérol qui est infiltrée là au milieu. Pourquoi? Parce que ça va donner de la fluidité membranaire. Et je pensais que je pouvais vous donner une expérience de penser à cette membrane cellulaire-là, penser aux membranes cellulaires de toutes les cellules de votre corps. Et je voudrais faire cette association. Je voudrais que vous imaginez, ça c'est une métaphore, on va imaginer la membrane cellulaire comme un océan, l'océan. Imaginez que la membrane cellulaire, c'est comme l'océan. Et la surface de l'océan est la surface de la membrane cellulaire. La surface de l'océan est la surface de la membrane cellulaire. On va imaginer à la membrane cellulaire comme l'océan. L'océan a une surface. La membrane cellulaire a aussi une surface. Donc, la surface de l'océan comme la surface de la membrane cellulaire. Et je voudrais vous montrer l'océan maintenant. Regardez. Voici l'océan. Vous voyez l'océan? Il y a plein de bateaux dans cet océan, différents types de bateaux. Ce que je voudrais associer à l'image, c'est que tous ces bateaux-là sont ces protéines que vous voyez là. Donc, ici, on a la membrane qui c'est l'océan. Ici, c'est l'océan. Ici, on a les protéines. Et ici sont les protéines représentées par le bateau. C'est pour ça que j'ai mis orange, c'est cette protéine orange. Le vert, c'est cette protéine verte. Que pour représenter, que vous puissiez comprendre et bien visualiser cette membrane. Donc là, tous les ronds que j'ai fait là sont les protéines. D'accord? Et vous voyez que les protéines, ça veut dire le bateau, peuvent être des molécules de signalisation. Les bateaux, ils se communiquent les uns avec les autres. Ils se communiquent avec la tour. Qui c'est quoi la tour? La tour qui communique avec le bateau. Le noyau de la cellule. Vous voyez? Et donc, j'adore cette association parce que, en fait, le bateau, là, vont fonctionner, la membrane cellulaire, elle va être comme un radeau où tous les bateaux, toutes les molécules, toutes les protéines flottent dessus. Et qu'est-ce que l'oméga 3 fait? Il optimise tout ça. Il optimise. Imaginez l'océan avec plein de bateaux. Et là, vous allez imaginer que tous ces bateaux sont de protéines qui vont être sur cet océan d'une façon beaucoup plus fluide. Les bateaux ou les protéines par la présence des oméga 3. Les protéines peuvent être des molécules de signalisation et donc elles doivent être dans un environnement extrêmement flexible parce que tout ça bouge. Tout ça, c'est un constant mouvement. C'est important d'oublier ce que vous avez appris quand vous étiez petit dans le cours de biologie, qu'il y avait la membrane cellulaire statique avec les organites. C'est pas du tout ça. Tout ça, c'est de la fluidité. Tout ça bouge dans notre corps. Vous imaginez 10 puissance 13 cellules dans votre corps en train de bouger comme ça. Et ces oméga 3 vont donner cette fluidité à tout ça. Donc, la structure d'oméga 3, la structure biochimique, vous savez qu'elle fait un kink. Elle a une flexion qui crée cette fluidité. La structure des oméga 3, par les doubles liaisons, je vous ai parlé de ça déjà, cette double liaison des oméga 3, ça veut dire soit EPA, soit DHA, soit la base, l'alpha-acide alpha-linolénique, ils ont de doubles liaisons, vous le savez bien, qui vont permettre cette fluidité de la membrane. Et là, on va passer à une autre fonction qui est liée aussi à la réduction du VLDL,
qui est la fonction anti-inflammatoire. Donc déjà, on va imaginer une situation. Imaginez ici mon virus. Hello! Je vous avais dit que j'allais faire une relation de notre virus hyper connu. Et donc, vous imaginez ces virus-là. Et vous imaginez aussi des bactéries, soit des virus ou des bactéries. Et quand ils vont interagir avec notre cellule, avec la cellule aura les gènes du facteur nucléaire NF-κB. Vous voyez là, NF-κB, un facteur de transcription qui va faire quoi? Il va activer les noyaux à exprimer des cytokines, la augmentation des cytokines inflammatoires, comme l'interleuquine 6, comme TNF-alpha, comme l'interleuquine 2 que je viens de vous parler, interleuquine 1, etc. Et donc, on aura une augmentation de l'inflammation. J'ai mis comme exemple qui est cette cellule que je suis en train de parler. Les macrophages, une cellule qui est une cellule qui fait partie de l'immunité par excellence, n'est-ce pas? Ce macrophage, alors, il va réagir à partir du moment que j'ai une bactérie qui a évidemment un LPS, n'est-ce pas? Qui c'est un marqueur de bactéries gram-négatives. Elle va faire mon Toll-like receptor 4, qui est un récepteur de LPS, dit il y a un truc qui ne va pas. Et donc, on va stimuler NF-κB, qui est un facteur de transcription cytosolique, au niveau du cytosol, qui va jusqu'au noyau et qui va activer ce noyau à exprimer les cytokines que je viens de vous dire. Et là, on aura une augmentation de l'inflammation. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Rien de anti-inflammatoire. Au contraire, je suis en train de vous dire qu'on aura une explosion inflammatoire. Je suis en train de vous dire que on aura une explosion selon chaque agresseur. On peut avoir une marée de cytokines inflammatoires, que c'est le cas de notre virus au présent moment. Mais ça peut être aussi par des bactéries et par d'autres micro-organismes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va introduire dans notre alimentation, qu'on a déjà fait, nos oméga 3, d'accord? Qu'est-ce que ces oméga 3 vont faire? Les oméga 3, ils vont, regardez, là, ils vont empêcher l'expression ou diminuer l'expression de NF-κB. Ils vont pas permettre l'action de NF-κB pour libérer ces cytokines inflammatoires. Écoutez, quand je dis ça, oméga 3 va diminuer l'expression de NF-κB. Donc, on n'aura pas cette explosion de cytokines. Attention, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'inflammation. Je dis qu'on aura une diminution de la cytokine inflammatoire, une diminution de l'inflammation. Et comment vont agir ces oméga 3? Les oméga 3 dans les macrophages et dans les cellules dendritiques. Alors, je vous pose la question. Quelle est la fonction des macrophages et cellules dendritiques? Et je vais inclure une autre, lymphocyte B. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cellules présentatrices d'antigènes, présentatrices de l'épitope, qui vont effectivement présenter au lymphocyte T l'épitope, l'antigène, pour que les lymphocytes T commencent à faire d'autres enfants, n'est-ce pas? Pour bouger, pour commencer l'immunité adaptative. Et donc, il y aura à partir de ce moment-là une augmentation parce qu'on aura T helper, lymphocyte T helper 17, plusieurs types de lymphocytes T qui vont devenir T helper et qui vont libérer interleuquine 1, interleuquine 6, interleuquine 8 et TNF-alpha. Ça, dans le processus inflammatoire. Mais j'ai mes oméga 3.
Et là, qu'est-ce qu'il y aura? Une diminution d'interleuquine 1, d'interleuquine 6, d'interleuquine 8, de TNF-alpha. Est-ce que c'est clair? Parce que ça, il faut complètement comprendre. Les oméga 3, dans les macrophages et dans les cellules dendritiques, ils bloquent la production d'interleukines qui, normalement, ont comme objectif amplifier la réponse inflammatoire. Et je vais vous proposer maintenant les oméga 3. Dans cette dynamique-là, on continue la fonction des oméga 3. Hein? Les oméga 3, ils augmentent la production d'oxyde nitrique dans les cellules endothéliales. Là, on est en train de parler du vaisseau, là. Hein? Cellules endothéliales. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux scientifiques oméga 3, maladies cardiovasculaires. Parce qu'on est en train de parler d'inflammation endothéliale, là, en ce moment. Donc, on aura augmentation des NO dans les cellules endothéliales, NO, augmentation de vasodilatation. Si j'augmente la vasodilatation, le sang va comme une rivière couler beaucoup plus facilement. On a un effet anti-hypertenseur. On a alors un effet cardioprotecteur. Ça, je pense que c'est évident, n'est-ce pas? On diminue la pression artérielle à partir du moment que si j'avais une vasoconstriction et que je relâche les cellules endothéliales, ça va passer beaucoup plus facilement le sang. Comme ça, on va diminuer et on aura cet effet anti-hypertenseur. Très bien. Je n'ai pas fini avec les fonctions. Il y a aussi une autre situation qui est la réduction de la fibrose dans le cœur. Ça, il ne faut pas oublier parce que j'ai déjà mentionné avant, associé à la vitamine E, n'est-ce pas? Un patient cardiaque, on va dire un patient cardiaque, si lui il est sujet à des lésions cardiaques, il aura normalement une fibrose. Je vous ai expliqué déjà ça la dernière fois. Si vous n'avez pas regardé la partie 1, partie 2, regardez, c'est important. Et donc, les oméga 3, ils sont connus pour réduire la fibrose. Comment, Elisa? Ils vont inhiber un gène qui s'appelle TGF-bêta 1. Il est là. L'oméga 3 bloque le gène TGF-bêta 1. Donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de travailler génétiquement? Génétiquement, ok? Ça s'appelle le facteur de croissance bêta 1, qui est un polypeptide d'une famille qui s'appelle, en français, c'est facteur de croissance transformant bêta des cytokines, je crois que c'est ça. Donc, il va bloquer ce TGF pour éviter la fibrose ou pour faire une fibrose moins importante. Alors, oméga 3, il y a aussi les oméga 3 qui vont contribuer à l'amélioration de la résistance à l'insuline. Et là, attention, ce n'est pas en train de donner un oméga 3 à votre client qui va baisser la résistance à l'insuline. Il y a dans la nutrition fonctionnelle un ensemble d'actions qui va diminuer cette résistance à l'insuline, évidemment. Je suis en train de parler des actions des oméga 3. Pourquoi on valorise les oméga 3? Parce qu'ils contribuent, ils font partie de nos actions. C'est pas, ah, je donne des oméga 3. C'est pas du tout ça que je suis en train de vous expliquer. Et j'espère que vous avez compris. Ici, j'ai mon GLUT4. Qu'est-ce qui fait le GLUT4? Le GLUT4, normalement, c'est une molécule qui sera au milieu de la cellule, pas où elle est là. Et il y aura une translocation qu'elle va partir du milieu de la cellule à partir du moment que j'ai l'insuline qui vient. L'insuline va effectivement rentrer comme une molécule qui va stimuler les récepteurs couplés à protéine G, qui va déclencher des réponses biologiques qui vont stimuler ces GLUT4 aller jusqu'à la membrane pour laisser les glucoses rentrer. Et si les glucoses vont rentrer, je suis en train de faire quoi?
de diminuer l'insulinorésistance. Ici, je suis en train de réduire l'insulinorésistance, je suis en train de réduire l'inflammation. Et les oméga 3, ils sont là. Ils vont activer ce GLUT4. Ce GLUT4, il peut être activé par l'aide de l'insuline, mais pas que. Par exemple, la voie qu'on appelle AMPK, qui c'est la voie de la activité physique, elle va, sans utilisation de l'insuline, activer la translocation de GLUT4 juste la membrane pour permettre aussi l'entrée du glucose. C'est super. Regardons maintenant ces eicosanoïdes. Ils ont été découvertes parce que c'est les molécules. Dans les années 30, dans les spermes humains, écoutez bien, eicosanoïdes. Il y a aussi la nomenclature icosanoïde avec un I. Pas EI, mais I. Alors, eicosi, 20 carbone. Donc, tous les eicosanoïdes, sans exception, ont 20 carbone. Très bien. Ils sont instables. Ils durent très, très peu dans notre corps. Ils ont une demi-vie très petite, décomposée en moins d'1 minute. Alors, la question, cette durée de vie est très courte. Pourquoi? Parce qu'ils sont dégradés rapidement par des enzymes extracellulaires. Exemple, la lipocortine est une protéine qui est sécrétée par les leucocytes qui va inhiber, ça c'est pas une enzyme, mais un exemple d'une molécule, qui va inhiber la synthèse des eicosanoïdes. Donc, il y a deux choses. Il y a des protéines sécrétées par les leucocytes, comme la lipocortine, qui va inhiber la synthèse des eicosanoïdes. Et il y a aussi les enzymes extracellulaires qui vont dégrader ces eicosanoïdes très vite. Ils sont de médiateurs locaux. Ah, ça c'est intéressant. Médiateurs locaux, paracrine. Donc, ils ne passent pas forcément par le sang. Donc, on a l'habitude de dire que les eicosanoïdes, ils sont appelés hormones locales. Car, comme les hormones, ils vont remplir leurs fonctions à très faible concentration. C'est pour cela. Et ils ont cette action à côté. Mais parfois, ce n'est pas une hormone. C'est un faux hormone. Il ne passe pas forcément par le sang. Alors, là, c'est la partie intéressante. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis en train de parler des eicosanoïdes? Parce que j'ai introduit le sujet sans vous expliquer beaucoup, mais ça va venir pour ceux qui ne connaissent pas. Eicosanoïdes, pour l'instant, sont de molécules de 20 carbone qui se forment, sont très instables. Elles vont se former, elles vont avoir leur action, une action importante, mais à faible concentration, et elles seront dégradées. Et donc, chaque cellule produit un type différent d'éicosanoïdes. Moi, j'ai pris du temps à comprendre ça. Je ne sais pas vous, mais j'ai pris du temps. Elles sont appelées hormones, donc chaque cellule produit un type différent, ça c'est important. Elles sont appelées hormones locales, car comme les hormones remplissent les fonctions à très faible concentration. Ils ont un effet local. Ils n'atteignent pas la circulation sanguine. Ils agissent en faisant passer des informations d'une cellule à l'autre, paracrine. Au niveau, c'est pas en train de passer par la circulation sanguine. C'est très important d'avoir cette compréhension. Et ils sont, comme je vous ai dit, détruits après avoir rempli leur fonction par des enzymes extracellulaires et d'autres éléments comme la lipocortine, qui est une protéine, qui est sécrétée par les leucocytes, qui vont inhiber la synthèse. Mais cette famille, c'est une grande famille, les eicosanoïdes. En vrai, ces eicosanoïdes forment différents, on va dire, clans. D'accord? Des groupes moléculaires, chacun avec des missions différentes et avec des localisations différentes. On va voir, par exemple, un type
qui sera là au niveau de l'endothélium. Pourquoi? Parce qu'il va participer de unir, de faire la agglutination de plaquettes, par exemple. Mais il peut aussi agir dans d'autres types de cellules. Mais il faut savoir que tout ce clan, sont des groupes moléculaires qui ont des formes moléculaires. Je voudrais revenir ici 2 secondes pour vous montrer ça que je n'ai pas montré. Les prostaglandines, c'est un groupe d'eicosanoïdes qu'on va parler tout à l'heure, un clan. L'autre clan, thromboxane. L'autre clan, leucotriène. Donc, il y a 3 groupes d'eicosanoïdes principaux. Prostaglandine, thromboxane et leucotriène. Alors, je voudrais vous dire que si vous regardez les structures moléculaires, là, de cette prostaglandine, ici, il y a 20 carbones. Il y a toujours la présence de l'acide carboxylique. Oh, COOH, COOH, COOH. Vous voyez que les structures, c'est un peu similaire de prostaglandine, thromboxane et leucotriène. Mais, il y a, si vous regardez la prostaglandine et thromboxane, ils vont avoir des cycles. Cycle, c'est un carbone. Vous voyez là, ça c'est un cycle fermé de carbone. C'est fermé là. Ici, c'est un cycle fermé aussi. Il y a ici un cycle saturé. Pourquoi que je dis ça? Parce qu'il n'y a pas de double liaison entre les carbones. Il y a aussi un autre cycle ici, aussi saturé. Il n'y a pas de double liaison. Vous comprenez bien que chaque ligne représente un carbone qui se lie à un autre carbone, qui se lie à un autre carbone. On est d'accord? La même chose ici. Donc, on a dans les prostaglandines et thromboxane des cycles, ok? Est-ce que c'est clair pour vous? Saturés et hétérocycles. Il y a un mélange de cycles fermés avec cycles ouverts. En revanche, les leucotriènes, il n'y a pas de cycle fermé. Vous voyez? Il n'y a pas. Il n'y a pas de cycle. Il y a tout simplement, les leucotriènes, ils sont linéaires. Ils sont ouverts du début à la fin. Plutôt du début à la fin. Du début à la fin. Ça, c'est la différence en termes de structure. Mais tous ont cette présence de l'acide carboxylique. Vous voyez bien que c'est une chaîne de carbone et hydrogène avec l'acide carboxylique. Caractéristique de qui? De lipides. On est d'accord? Ça, c'est pour vous prouver que ce sont des lipides. D'accord? On a quelques régions hydrophiles. Présence d'oxygène là. Ça, c'est une région hydrophile là. Mais essentiellement hydrophobe. Prostaglandine, thromboxane et leucotriène. Donc, je suis en train de vous parler de ces 3. Prostaglandine, thromboxane et leucotriène. Et la question de ce eicosanoïde, alors, c'est qu'ils proviennent des acides gras essentiels qu'on a parlé la dernière fois, qui sont synthétisés dans la membrane cellulaire de presque toutes les cellules du corps, à part les globules rouges. Donc, cette grande famille des eicosanoïdes que je vous ai dit, prostaglandine, thromboxane, leucotriène, sont les 3 clans principaux. Les noms prostaglandine, c'est parce que ils pensaient que cette molécule provenait de la prostate parce qu'elle était découverte dans la prostate. Et donc, ils ont donné le nom de prostaglandine. Mais en fait, elle provient de la vésicule séminale au niveau de prostate. Les leucotriènes, parce qu'ils étaient trouvés dans un premier moment dans les leucocytes ou les globules blancs. Donc, ils ont appelé leucotriènes. Et thromboxane, ils sont appelés comme ça parce qu'ils ont été initialement trouvés au niveau de plaquettes ou les thrombocytes, cellules thrombocytaires. Donc, thromboxane, prostaglandine, leucotriène et lipoxine. Attendez, parce qu'il y a un petit groupe spécial qui est le groupe de prostacycline, qui parfois on ne parle pas trop. Pourquoi? Parce que
il est un type de prostaglandine que je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui. Mais c'est un type, s'appelle prostaglandine I2. Donc, c'est un eicosanoïde synthétisé par les cellules endothéliales qui vont inhiber l'agrégation I2, vont inhiber l'agrégation des plaquettes et ils vont stimuler la vasodilatation. Donc, prostacycline, c'est très intéressant. Ils vont inhiber l'agrégation des plaquettes et ils vont stimuler la vasodilatation. Attendez. Vous voyez la couleur orange? Thromboxane, tous les thromboxanes et tous les prostaglandines ont action d'une enzyme ou d'un groupe d'enzymes qui s'appelle COX. Et le leucotriène ont action de la LOX, que je vais vous présenter dans quelques minutes. Cyclooxygénase et lipoxygénase. Mais d'où va venir tout ça, ces groupes? Thromboxane, prostaglandine, la prostacycline, les leucotriènes et tout ça, l'hypoxine, vont faire partie d'un groupe qui s'appelle prostanoïdes, qui sont dans la famille des eicosanoïdes. Tout le monde a 20 carbone. Tout le monde ne sont pas des hormones, mais sont des petites hormones locales à cause de petits dosages très faibles, vont faire un effet biologique, sont spécifiques des cellules. C'est pas tout le monde a. Il y a des cellules qui ont plus, d'autres cellules qui ont moins, ça, selon les types. Et vont avoir des effets. Et notre question du jour était, est-ce que les oméga 3 sont vraiment anti-inflammatoires? On ne va pas perdre ça de vue. Et on va commencer par la source, l'élément mobilisateur, l'élément qui va faire bouger tout ça, qui est l'acide arachidonique. Attendez, vous allez voir. On parle pour l'instant d'acide arachidonique. Cet acide arachidonique, il a 20 carbones, vous vous rappelez? Il aura une élongase qui va agir pour augmenter le nombre de carbone. Donc, il est un mobilisateur des eicosanoïdes. Il est stocké dans les membranes cellulaires. La membrane là que je vous ai montré. Et il agit, j'adore dire ça, comme un commissaire des incendies. Lorsque l'irritation frappe par une bactérie, par un virus, par une toxine, n'importe, il entre en scène et déclenche une cascade de transformations biochimiques. Je parle de l'acide arachidonique. C'est le grand régulateur de l'inflammation par la production de prostaglandine. Son excès est un indice d'inflammation. On commence par ça. Donc, il y a une production d'acide arachidonique. D'où vient la base de cet acide arachidonique? De l'acide linoléique, qui est, on a déjà expliqué tout ça, qui est un acide gras pour nous essentiel. On a besoin d'oméga 6? Oui. On a besoin des oméga 3? Oui. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que les oméga 6 sont inflammatoires, effectivement. Mais vous savez, je ne vais pas expliquer aujourd'hui, mais je ne vais pas vous mentir. Il y a une voie de l'acide arachidonique qui sort et qui peut être moins inflammatoire. Mais on ne va pas mélanger tout. Donc, cet acide arachidonique va produire des thromboxanes, des prostaglandines, des leucotriènes qui ont une action inflammatoire. Mais de l'autre côté, on a les oméga 3 avec notre acide, notre base, notre matière première, l'acide alpha-linolénique, qui est aussi un acide gras essentiel, mais qui va aussi produire des thromboxanes, des prostaglandines et des leucotriènes. Et là, vous allez me dire, mais maintenant, je ne comprends plus rien. Vous me dites, Elisa, qu'il y a comme base les acides arachidoniques qui produisent des thromboxanes, prostaglandines, leucotriènes. Tout à fait. Et vous me dites qu'il y a aussi l'acide alpha-linolénique qui produit des thromboxanes, des prostaglandines. Oui. Et vous me dites que les oméga 6 sont inflammatoires et les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Effectivement, c'est pas ça que je dis. C'est les gens qui disent ça. Moi, je vais vous dire et je vais vous montrer aujourd'hui. Prostacycline, effet opposé au thromboxane? Non. Pourquoi? Parce qu'on a différents types de thromboxanes qui vont faire la même action de la prostacycline et d'autres non.
qui vont faire l'effet contraire. Donc, la chose est un peu plus compliquée que ça. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer. C'est très important que vous imaginez. Est-ce que vous avez ça dans la tête? On a notre océan, notre membrane cellulaire. On a les protéines qui sont le bateau. On a cette membrane constituée de acide arachidonique. Ça veut dire qui est venu de mes oméga 6 que j'ai mangé. J'ai mangé quoi? L'acide linoléique. Et j'ai aussi l'acide alpha-linolénique que j'ai mangé. Et je suis en train de construire deux versos. Une partie qui est prostanoïde, thromboxane, prostaglandine, leucotriène, qui vient deux acides arachidoniques. Et je suis en train de construire des thromboxanes, des prostaglandines, des leucotriènes, qui vient de mon acide alpha-linolénique, oméga 3. Vous m'accompagnez là? Donc, ELISA, ça veut dire qu'on a des eicosanoïdes qui viennent de l'acide arachidonique, parfait, oméga 6, et il y a deux eicosanoïdes qui viennent des oméga 3, exactement. Et vous me dites que ceux qui viennent de acide arachidonique sont inflammatoires, tout à fait. Et vous me dites que les eicosanoïdes qui viennent des oméga 3 sont anti-inflammatoires. Non. Ce que j'ai dit, Elisa, c'est que les molécules qui viennent des oméga 3 sont moins inflammatoires en termes de puissance. Et vous allez voir ça dans la deuxième partie de notre exposé aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? Mais je vais vous montrer. On a ici, regardez la situation. Un substrat A, substrat, vous pouvez comprendre aussi une substance, ok? A et un substrat B, qui vont être soumis à des enzymes. Il y a des enzymes qui vont agir. Une enzyme 1 et une enzyme 2. Est-ce que vous êtes d'accord que le substrat A, quand il va agir sur l'enzyme 1, il va produire A1. A1. Lorsqu'un substrat A agir sur l'enzyme 2, il va produire une des substances ou une substance A2. Les substrats B, si la même enzyme 1 agit sur le substrat B, nous allons avoir B1. On est d'accord? Et si on a substrat B avec enzyme 2, on aura B2. Regardez bien. Tous ces gens-là de substrat A qui ont eu l'action de l'enzyme 1 et qui ont eu l'enzyme 2 sont des produits plutôt pro-inflammatoires. Je vais vous expliquer. Notez ça. Pro-inflammatoire. Alors, qui a déterminé le pro-inflammatoire? C'était l'enzyme? Non, c'était le substrat. Donc, cette substance-là qui, malgré l'enzyme, va agir, qui va produire des substances pro-inflammatoires. En revanche, les mêmes enzymes avec un substrat B vont produire anti-inflammatoire. Attention, ce n'est pas anti-inflammatoire, c'est moins inflammatoire. Maintenant, on va nommer tout ça. Substrat A, substrat B, enzyme A1, A2, tout ça. Vem comigo. Nous avons les substrats A, qui sont effectivement les oméga 6. Acide linoléique, qui est un acide gras essentiel. On a de l'autre côté mon substrat B, qui sont oméga 3, qui ont comme base matière primaire acide alpha-linolénique, qui est aussi un acide gras essentiel. Tout ça va avoir, ces deux-là, l'action de une enzyme, qui est l'enzyme D6D, la delta 6 désaturase. Ça nous fait un autre chapitre. Cette delta 6 désaturase, elle est une désaturase très importante parce qu'elle est une enzyme limitante
Pourquoi? C'est elle qui va convertir ces deux précurseurs-là, ok, en des métabolites respectifs. Sans delta 6 désaturase, on a un problème. Et on a cette delta 6, elle est liée directement à l'insuline. Cette delta 6, elle est liée à certaines vitamines, à certaines molécules qu'on a besoin pour qu'elles fonctionnent bien. On peut avoir des problèmes des SNPs, ici, au niveau de la delta 6 désaturase. Mais cette delta 6 désaturase, elle va permettre, en sachant que le nombre 6 n'a rien à voir avec oméga 6. Rien à voir, ok? Donc, la delta 6 désaturase, c'est une enzyme qui va agir au niveau des oméga 6 et au niveau des oméga 3. Donc, il y a une compétition ici, oméga 6, oméga 3, vous voyez bien, vis-à-vis de cette delta 6. Donc, à partir de cette delta 6 désaturase, on aura la formation de ce que j'avais dit qui s'appelle le substrat A, qui est notre fameux acide arachidonique, avec 20 carbones, 4 doubles liaisons, nombre de doubles liaisons 4, n'est-ce pas? Nombre 4, et qui est un oméga 6. Et aussi, à partir, on aura la formation de notre fameux EPA, acide eicosapentanoïque, on a déjà parlé de 20 carbones, 5 penta, double liaison, n'est-ce pas? Et c'est un oméga 3. Très bien. On aura alors l'action de la première enzyme que je vous ai parlé, qui est l'enzyme cyclooxygénase. Cette enzyme, on a COX-1, qui est de notre constitution, elle fait partie de notre corps. On a la COX qui est induite, mais n'importe. Cette cyclooxygénase qu'on appelle COX, je vous ai montré tout à l'heure, elle va agir non seulement ici, comme ici. Mais ici, on aura la production de A1. Vous vous rappelez de ça? Oméga 6 avec cyclooxygénase nous donne eicosanoïdes. Il y aura une cascade là avec les élongases, d'autres désaturases, qu'on aura la formation de ces 20 carbones oméga 6 qui vont finalement former mes fameux groupes de eicosanoïdes, de prostanoïdes, thromboxane et prostaglandine. Problème, prostaglandine I2, prostacycline. Donc, les prostaglandines, il y a prostaglandine H, prostaglandine de tout ce qui est I, enfin, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous allez remarquer qu'on a la production de thromboxane, prostaglandine et prostacycline, prostaglandine I2 là, qui sont pro-inflammatoires. Pourquoi elles sont pro-inflammatoires, Elisa? Parce que ce n'est pas par la COX, c'est parce qu'il y a trop de quoi? Substrat acide arachidonique. On est d'accord. Mais on peut aussi avoir l'action de l'autre côté de la même cyclooxygénase. Et qu'est-ce qu'on va avoir là? On va avoir production de substances B1, thromboxane A3, prostaglandine E3, prostaglandine I3. Vous voyez? Qui vont avoir moins inflammatoire. Je pense que tout est bon, là. Tout est à l'action de cette cyclooxygénase. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est si c'est la base un acide arachidonique, oméga 6, ou si c'est à la base un acide EPA, ou alpha-linolénique à la base, oméga 3. Faites attention à ça, parce que ça va vous éclaircir tout dans votre vie. Et de l'autre côté, on va voir l'enzyme 2 qu'on avait parlé, la lipox, qui va me donner l'icotriène. Donc, Elisa, ça veut dire que thromboxane et prostaglandine, c'est qu'avec la cyclooxygénase. Exactement. Et l'icotriène, c'est avec la lipoxygénase. Oui, mais de deux côtés. Côté oméga 6 et aussi côté oméga 3. Vous remarquez bien que là, on a 2, 4, 4. De ce côté-là, on a tout ce qui est pair. Donc, toute la production des eicosanoïdes pair, c'est pro-inflammatoire.
Et toute la production de eicosanoïdes impairs, c'est moins inflammatoire. C'est pas anti-inflammatoire, c'est moins inflammatoire. Et alors, j'ai ici, je vous ai parlé de la membrane plasmique, de l'océan, avec plusieurs types de protéines. Je vous ai parlé qu'ici, il y a nos acides gras. C'est là. Notre cholestérol, tout est là. Et on va partir de cette notion que j'ai mangé beaucoup d'oméga 6. Et ces oméga 6, alors, je vais vous montrer maintenant seulement le côté inflammatoire. Ça veut dire, je vais vous étudier avec vous qu'est-ce qui se passe quand on a comme base l'acide linoléique, qui est un acide gras essentiel, qui a été transformé par notre corps en acide arachidonique en utilisant la delta 6 désaturase et qui va former tous ces eicosanoïdes pro-inflammatoires. Ça veut dire, Elisa, que tout ce que vous allez me montrer ici, il n'y a que de pair. Tout à fait, parce que je suis en train de montrer que d'un côté. Vous comprenez? Et vous comprenez aussi comment on est lié à l'alimentation. Parce que si je dis qu'il là, c'est un acide gras essentiel, mon Dieu, je suis en train de vous parler d'alimentation. Alimentation fonctionnelle. Et là, j'ai ma membrane, l'acide arachidonique. Regardez. Acide arachidonique, il est là. Mon acide arachidonique. Hop, il est là. Il sera libéré, cet acide arachidonique, par des phospholipides membranaires, par une, vous voyez là, plat 2. C'est quoi ça? C'est une phospholipase. C'est une enzyme qui va libérer cet acide arachidonique, qui s'appelle phospholipase A2 cytosolique. Ça veut dire qu'ici, c'est ma membrane. Donc, ici, c'est la cellule. Ici, c'est la cellule. Je suis avec ce plat 2 déjà au niveau du cytosol de cette cellule. Et ici, c'est la membrane. Donc, cet acide arachidonique, il était là. Et il a été libéré, cet acide arachidonique, dans le cytosol par cette enzyme qui est dans le cytosol. Et là, si j'ai l'action de la COX, enzyme cyclooxygénase, là, vous m'accompagnez les deux choses en même temps. Mais je suis en train de parler de ce côté-là. Qu'est-ce que j'aurai alors? J'aurai la formation de prostaglandine G2. Vous voyez la prostaglandine là que je vous avais dit qu'il y a l'acide. Regardez. Prostaglandine G2 qui par l'action soit de COX-1 ou de COX-2, il y aura la formation de prostaglandine H2. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez, regardez cette molécule, le dessin, et regardez celle-là. COX-1 et COX-2, les enzymes ont agi et on a transformé cette molécule qui était comme ça, elle va devenir comme ça. Vous voyez là la différence là? Mais on a toujours la présence de COOH. Et on a toujours 20 carbones. Donc, ce sont des isomères. N'est-ce pas? Et ce PGH2, par l'action de thromboxane synthase, prostaglandine E synthase, prostaglandine, tous ces synthases-là sont des enzymes. Nous allons former tout ce prostaglandine-là, tous les roses-là, qui sont complètement pro-inflammatoires. Et chacune va avoir un effet biologique dans notre corps. Exemple, la prostaglandine A2, celle-ci, celle-ci, vous voyez, elle était comme ça. Vous voyez que c'est les structures, elle est presque la même. Regardez, il y a très peu de différence. On aura cette thromboxane A2. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va participer de l'agrégation, elle va participer de la vasoconstriction. Mais en fait,
elle va augmenter le risque cardiovasculaire. Parce que, comme je vous ai dit, elle est une thromboxane paire. Donc, elle va synthétiser dans les plaquettes, plus elle va empirer la situation si elle est en excès. Synthétiser dans les plaquettes, risque cardiovasculaire, augmentation de l'agrégation, augmentation de la vasoconstriction. C'est une molécule paire. Donc, elle est pro-inflammatoire. Et donc, sans lire, sans savoir, vous savez que tous ces prostaglandines paires auront une action pro-inflammatoire. On est d'accord? Vous allez m'accompagner maintenant de ce côté-là. Ce côté-là, j'ai l'action maintenant, pas de la COX, mais action de la LOX, 12,15-lipoxygénase, une enzyme LOX. Donc, c'est une enzyme bleue là. Qu'est-ce qui va faire la bleue? La bleue, si je pars de l'acide arachidonique, je suis dans ce côté-là. On est d'accord? Elle va produire, c'est quoi ça? La 12 acide 12 hydroxyeicosatétraénoïque et la 15 hydroxyeicosatétraénoïde. On dit et, ok? H-et. Donc, elle produit cette molécule-là. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la 5-LOX. C'est quoi la 5-LOX? C'est la 5-lipoxygénase. On est toujours dans le bleu qui va me produire cette molécule-là, LTA4, c'est une lipoxine. Là, lipoxine. Donc, la 12,15-LOX me produit la 12-hydroxyeicosatétraénoïque et la lipoxine A4. Vous voyez là? Ça, c'est que différence de chiffres. On est toujours dans le bleu. Et la 7,5-LOX, elle peut agir aussi ici et tout le monde va former à la fin, c'est LTA4. LTA4, je répète, lipoxine, qui vont, au travers de ces deux enzymes-là, produire tout ça. Regardez, tout ça. Tout ça, c'est quoi? Sont des lycotriènes. B4 lycotriène, C4 lycotriène, D4 lycotriène et 4. Ah, Elisa, vous voulez dire alors que la lipoxygénase produit que des lycotriènes. Exactement, comme je vous ai dit. Sauf que là, ça va produire que des lycotriènes pro-inflammatoires. Exemple, la LT lycotriène B4 provoque l'activation des leucocytes sur l'endothélium. Leucocytes, immunité, inflammation. Vous avez compris? Quelle merveille! Donc, je suis en train de vous expliquer ça en détail. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer si, donc là je répète, PLA2, phospholipase, acide arachidonique, si j'ai la lipoxygénase ou la cyclooxygénase, j'ai la formation de tout ça, lycotriène, de prostaglandine et de thromboxane. Ça, c'est clair. Tout ça, c'est clair pour vous. On est d'accord? Je suis du côté gauche, en train d'utiliser soit cyclooxygénase, mon enzyme 1, celle qui était en jaune, soit lipoxygénase, mon enzyme bleu. Mais à la fin, j'ai tout ça, regardez, 4, 4, 4, 4. Là, c'est l'action de l'acide arachidonique. Prostaglandine, I2, A2, thromboxane, A2, tout ce qui est pair. Vous voyez, tout ce qui est pair vient de là. On avait cet acide arachidonique qui, à la base, était l'acide lipoïque, n'est-ce pas? Qui est devenu tout ça par l'action de... On a libéré ça dans le cytosol et on a formé l'acide arachidonique qui nous a donné tout ce qui est rose là. Tout ce qui est rose, acide arachidonique. OK? Tout est bon? Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous avez la présence des oméga 3, écoutez-moi, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque vous avez des oméga 3, EPA par exemple, DHA, ok? Au lieu d'avoir l'acide arachidonique, pourquoi?
parce que l'oméga 3 va causer un déplacement de cet acide arachidonique. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ça? Les oméga 3, lorsque l'acide arachidonique sera remplacé par les oméga 3 dans la membrane cellulaire. L'ensemble de la voie produit des produits moins puissants. Ça veut dire que ces oméga 3-là vont produire EPA et DHA, et là, il a donné les EPA, vont produire quoi? Tout ce qui est impair, LTB5, lycotriène. Pourquoi lycotriène? Parce que ça vient de l'ox. Mais un LOX, que la base n'était plus l'acide arachidonique. La base était les oméga 3. Donc, ça va nous donner, EPA et DHA va nous donner tout ce qui est non-pair, impair, et qui a une action, hop, je vais vous montrer, attendez. Tout ça, il y a une action moins puissante. Les EPA vont diminuer la puissance de l'inflammation. Et ça, c'est le principal de tout ce que je vous ai donné en termes de oméga 3. C'est qu'on aura la substitution de PGI2, extrêmement pro-inflammatoire, pour PGI3, qui est beaucoup moins inflammatoire. On aura la thromboxane A2, qu'on venait de voir, qui augmente la vasoconstriction, augmente les thromboses plaquettaires, par la thromboxane A3, qui va faire tout le contraire, qui va promouvoir une vasodilatation. Donc, vous comprenez que tout ce qui est pair sera, par la présence des oméga 3, par le remplacement là-haut, sera remplacé par deux éléments qui ont une puissance inflammatoire beaucoup moins importante. Et c'est pas que ça. C'est que les oméga 3 seront capables aussi de produire des substances comme résolvine et protectine qui sont effectivement, écoutez les noms, résolvine, elle va résoudre le problème d'inflammation. Protectine, elle va protéger la cellule. Résoudre le problème d'inflammation, c'est finir l'inflammation. Quand on a l'action de la résolvine, à partir aussi des oméga 3. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vem comigo!